Je suis aujourd'hui devant la statue de Francisco Ferrer, cet anarchiste et libre penseur espagnol qui fut fusillé le 11 octobre 1909 à Barcelone pour ses idées de libre penseur. Pourquoi? Parce que je vous propose une émission de réflexion sur l'actualité et le détournement des valeurs laïques aujourd'hui. En compagnie de Jean-Philippe Schreiber, professeur d'histoire à l'Université libre de Bruxelles et auteur d'un passionnant essai, La crise de l'égalité. Nous aurons l'occasion aussi de rencontrer Caroline Fourest et d'autres invités dont je vous laisse la surprise. Je vous propose maintenant de nous rendre au Centre interdisciplinaire d'études des religions et de la laïcité afin d'y rencontrer Jean-Philippe Schreiber. Jean-Philippe Schreiber, tout le monde parle aujourd'hui de laïcité, d'humanisme, l'homme est au centre. C'est un concept qui est utilisé, je dirais, vraiment par dans tous les discours politiques, philosophiques, qui viennent de la Renaissance, Erasme, Pic de la Mirandole, Montaigne. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, fondamentalement, la spécificité de la laïcité ? Difficile à dire parce qu'on est effectivement dans une certaine confusion des genres. Alors je ne sais plus très bien ce que la laïcité a de propre par rapport à d'autres courants de pensée qui, effectivement, se sont appropriés un certain nombre de valeurs, de principes, de concepts qui nous paraissent être peut-être davantage en lien avec la laïcité. Donc on est dans la confusion. Vous parliez d'humanisme. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde se revendique de l'humanisme alors que c'est porté par des courants antagonistes. L'Église catholique, aujourd'hui, à profusion dans ses discours, évoque l'humanisme et se revendique d'un héritage européen qui souvent a été d'ailleurs en opposition avec la tradition de l'Église catholique, a résisté à ses dogmes et à ses doctrines. Et puis par ailleurs, on voit la laïcité aujourd'hui qui se revendique également de cet héritage humaniste et à juste droit sans doute, et ne fût-ce que l'émanation de la libre pensée, de la laïcité et du rationalisme aujourd'hui sur le plan de l'action politique, c'est la Fédération humaniste européenne. Alors tout le monde se revendique du même héritage et il faut sans doute clarifier quelque peu. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'il y a un détournement de sens, un détournement de vocabulaire dans l'utilisation des mots? Est-ce que ce n'est pas, comme vous le dites, nécessaire effectivement de requalifier précisément l'essence même, la nature même de l'humanisme et de la laïcité? Je pense qu'on assiste aujourd'hui en effet à un dévoiement, un détournement de sens d'un certain nombre de principes qui sont propres à notre démocratie et à sa tradition qui s'ancre dans les Lumières. Je ne veux pas dire par là qu'il y a une sorte de complot contre les Lumières, contre la laïcité, qui est une action concertée qui vise à se réapproprier cet héritage. Mais effectivement, pour des raisons d'opportunité politique sans doute, ou idéologique, on s'approprie un certain nombre de concepts. Je prends un exemple, la laïcité aujourd'hui, en France, la laïcité républicaine, elle est au fondement de l'héritage idéologique et philosophique de la France. Elle est au cœur des principes que défend la République française. Donc il est difficile de contester la laïcité. Et donc plutôt que de la contester radicalement, on va plutôt se la réapproprier en lui donnant un sens qui n'est pas le sien. C'est ce qu'a fait Nicolas Sarkozy avec sa laïcité ouverte, qui est un détournement de sens. Marine Le Pen. C'est ce que fait bien sûr Marine Le Pen et c'est ce que font d'autres courants d'extrême droite qui font de la laïcité une sorte de rempart civilisationnel contre la montée de l'islam. C'est évidemment aux antipodes de la vocation universaliste de la laïcité. Et puis, d'une certaine façon aussi, peut-être que certains militants laïcs eux-mêmes détournent de la laïcité de ce qu'elle est en faisant quelque chose de très identitaire. Voilà, on a différents exemples. Je parle de la laïcité, je pourrais parler de beaucoup d'autres principes qui sont au cœur de nos valeurs et qui sont ainsi détournés. Une des définitions de la laïcité politique, c'est la séparation de l'Église et de l'État, du temporel et du spirituel. Il y a aussi une définition philosophique. Quel est le point de vue que vous portez là-dessus? Est-ce que c'est suffisant, autrement dit, de se cantonner à la définition classique de la laïcité comme séparation du religieux et du civil?
Je crois que ce qui fait la fragilité de la laïcité, c'est qu'elle ne se définit que dans des cadres géographiques ou nationaux propres. On ne peut pas définir la laïcité de la même façon en France qu'en Belgique. Bien sûr, il y a ce qui est partagé, c'est-à-dire cette conception selon laquelle il faut distinguer le politique du religieux, il faut distinguer les sphères, il faut une autonomie de la sphère publique qui soit dégagée de toute contrainte dogmatique, mais en même temps, il y a des spécificités. On ne connaît pas en France de même élan commun, comme c'est le cas en Belgique, autour d'un principe philosophique, d'une conception de la vie structurée telle que l'on vit la laïcité en Belgique. Tout simplement parce que ça ne paraît peut-être pas nécessaire de la même façon ailleurs. Ou alors on le verra plutôt sous d'autres vocables, l'humanisme. On ne fera pas le lien entre la poursuite de l'objectif de séparation des sphères et la définition de cette conception de la vie, dégagée là aussi de toute contrainte et ayant pour vocation l'émancipation totale de l'être humain. Donc je pense qu'on est là dans des contextes qui sont différents et c'est ça qui rend peut-être la laïcité quelque peu fragile, en particulier aujourd'hui quand elle est fortement contestée. Certains parlent même de manière, d'une façon, je dirais, qui frise souvent la mauvaise foi, d'un intégrisme laïque, d'un radicalisme de la laïcité. Alors bien sûr, les religieux de tout poil ont beau jeu aujourd'hui, en particulier chez nous en Belgique, de voir la laïcité comme ce rempart civilisationnel que j'évoquais, comme une crispation identitaire, comme une sorte de résidu postcolonial qui s'opposerait à toute revendication identitaire ou particulariste. Et on voit même quelquefois des discours évoquant la laïcité comme un temps raciste, comme cultivant la discrimination. Ce n'est bien sûr pas le cas, c'est aux antipodes de ce qu'est la laïcité historiquement et philosophiquement, mais quelquefois cela touche à ce qu'est peut-être la laïcité aux yeux de certains qui la dévoient au sein même du mouvement laïque, en faisant effectivement le support de leur crispation identitaire face à la diversité culturelle, une diversité culturelle qu'ils ont du mal à admettre. Je vous propose maintenant une petite rencontre avec Caroline Fourest. La laïcité est devenue, parce qu'elle est peut-être au cœur de tous les enjeux et de beaucoup de défis actuels, utilisée dans des bouches très très différentes et cache des projets politiques très différents. Vous avez la laïcité, peut-être telle qu'on l'entend en France, portée par ceux qui veulent juste séparer le plus strictement possible le politique et le religieux, et donc avoir une vigilance très ferme vis-à-vis de tous ceux qui font ce mélange, que ce soit au nom de l'islam, du christianisme, du judaïsme, mais souvent aujourd'hui dans une demande revendicative beaucoup au nom de l'islamisme. Et puis vous avez ceux qui ont compris l'intérêt de se vêtir des beaux habits de la laïcité pour tenir en fait un discours qui est simplement la version actualisée d'un vieux refrain, soit raciste envers les Arabes aujourd'hui, envers les musulmans, soit de l'autre côté, des gens qui se disent laïcs, mais qui en réalité ne sont laïcs que face à l'intégrisme catholique, mais jamais face à l'intégrisme musulman, parce qu'au fond, ils trouvent des circonstances atténuantes à l'islamisme. Honnêtement, je crois que le combat aujourd'hui pour essayer de renforcer la sécularisation est moins de voter des lois que de s'éclaircir les idées. C'est-à-dire ne pas se laisser piéger par des mots, ne pas se laisser piéger par de mauvais compagnons de route qui vous emmèneraient sur un chemin qui n'est pas celui de la laïcité, mais qui est celui, encore une fois, soit du racisme, soit de la complaisance envers l'intégrisme. Et c'est de trouver ces repères dans ce chemin de crête très très fin, assez équilibré, mais très fin, entre être à la fois contre le racisme et à la fois contre l'intégrisme, fût-il au nom de l'islam. Mon travail depuis des années, c'est d'essayer de lancer à la fois des alertes, d'être vigilant sur l'utilisation des mots, de mener des débats publics qui permettent, encore une fois, de faire une pédagogie populaire sur cette ligne de crête qu'est l'antiracisme laïque. Ça demande beaucoup de patience parce que c'est un champ miné, par définition, puisqu'il y a un enjeu, miné par des faux amis, miné par des mots pièges. Un des mots pièges, par exemple, c'est le mot islamophobie, qui fait croire que toute critique de l'intégrisme musulman, et parfois même de la religion, est en soi une forme de racisme envers les musulmans. Je préfère le mot de racisme anti-musulman ou le mot de musulmanophobie parce qu'au moins on sait de qui on parle. Si on parle des écrits d'Oriana Fallaci, si on parle d'un certain nombre de groupes d'extrême droite qui sont aujourd'hui effectivement obsédés par l'islam, et pas du tout par l'islamisme, mais bien par l'islam, et pire que ça, par la présence des musulmans en Europe, là on peut parler clairement de musulmanophobie.
Si par contre on désigne par islamophobie des gens féministes, laïques et antiracistes qui simplement n'ont pas l'intention de pardonner à l'intégrisme quoi que ce soit, on se trompe de route et on se trompe de combat. Un des grands défis majeurs aujourd'hui, c'est que face à la peur de la mondialisation, que vous retrouvez disséminée dans des groupes politiques très différents, qui vont de l'extrême droite à l'extrême gauche, et qui est une peur bien réelle, et qui d'ailleurs est alimentée par des faits parfois bien réels, c'est que la mondialisation s'accompagne d'interconnexions parfois angoissantes, on est bombardé d'informations qu'on n'a peut-être pas beaucoup de temps pour assimiler ou pour décortiquer, et on a le sentiment diffus que des identités culturelles, ancestrales, sont diluées par cette mondialisation. Face à ça, il y a plusieurs façons de réagir. Il y a une façon, à mon avis, nationaliste, crispée, identitariste, qui va aboutir au refrain « Écoutez, à Rome, on fait comme chez les Romains. Donc ici, nous sommes un pays chrétien et non plus laïque. Et donc les musulmans sont des sous-citoyens et n'ont qu'à suivre, pas la laïcité, mais au fond notre identité nationale catholique. » Et puis il y a un chemin, qui est évidemment plutôt le mien, qui est celui de dire non, ce qui nous pose problème dans la crise actuelle du multiculturalisme, ça n'est pas le multiculturel. Le multiculturel est une donnée de nos vies évidente, incontestable, incontournable et même souhaitable. Ce qui nous pose un réel problème, par contre, c'est certains excès du multiculturalisme, c'est-à-dire une vision de la politique, des priorités publiques, qui finit par laisser des pans entiers de dérogation à l'intégrisme, parce que la liberté religieuse est placée au-dessus de toutes les autres libertés. Et donc, au nom de la liberté religieuse, on tolère des dérogations à la loi commune, on tolère des reculs vis-à-vis des droits des femmes, on tolère des reculs vis-à-vis de la liberté d'expression. Ce sont ces dérogations, et donc l'intégrisme, et non pas le multiculturel, qui posent problème dans la crise actuelle de ce qu'on appelle le multiculturalisme. Jean-Philippe Schreiber, après ces propos de Caroline Fourest, vous pensez aussi que nous sommes dans une société qui met la liberté religieuse au-dessus des autres libertés fondamentales? Je crois que Caroline Fourest a tout à fait raison d'évoquer cette notion de hiérarchie des droits fondamentaux. Bien sûr que la liberté religieuse est essentielle dans notre arsenal législatif constitutionnel. Cette liberté religieuse a été conçue d'ailleurs comme une manière de protéger, historiquement en tout cas, protéger les minorités religieuses contre une majorité religieuse qui exercerait trop d'empire sur la société. On est aujourd'hui dans un contexte différent et il se fait que de plus en plus des hommes et des femmes, des organisations, des institutions religieuses revendiquent, brandissent cette liberté religieuse pour obtenir davantage de droits et en font même un droit fondamental supérieur aux autres. Or, ça ne peut pas être le cas. Il y a une hiérarchie des normes, il y a une hiérarchie des droits et la liberté religieuse ne peut être que subordonnée à des droits plus fondamentaux. L'égalité des hommes et des femmes, par exemple, est un droit fondamental qui impose son autorité à la liberté religieuse. Autrement, imaginez, est-ce qu'on soumettrait ou limiterait la liberté, l'égalité des hommes et des femmes à des considérations religieuses? Cela ne tient pas. Il faut une hiérarchie entre les deux. Et effectivement, le combat aujourd'hui, c'est de retrouver la nature même de la liberté religieuse, c'est-à-dire permettre à tout un chacun de vivre sa religion en toute liberté et de pouvoir la pratiquer, à condition bien sûr que ça ne nuise pas à la liberté d'autrui, première chose. Deuxièmement, à ce que cela ne contrevienne pas à des droits fondamentaux, comme par exemple l'égalité des hommes et des femmes. Mais vous avez écrit justement sur cette valeur centrale de l'égalité, un petit livre tout à fait passionnant que vous avez intitulé « La crise de l'égalité ». Alors, quelle est la crise de cette égalité, de cette valeur centrale de notre modernité? Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on est dans une sorte de basculement. Il n'y a pas réellement de crise des libertés. Nous sommes dans un monde où de plus en plus des libertés sont conquises. Bien sûr, ça reste un enjeu important, mais c'est moins, je pense, un enjeu essentiel aujourd'hui, surtout dans nos sociétés libérales démocratiques, que la question de l'égalité, qui, elle, est en cause. Les inégalités sociales sont partout, elles sont criantes. Première inégalité. Deuxième inégalité, c'est que l'on en vient à vouloir corriger les inégalités sociales, les discriminations qui sont de plus en plus évidentes dans notre société ultralibérale, sur le plan économique en tout cas, on veut les corriger en satisfaisant des revendications culturelles
qui ont pour effet de créer de nouvelles inégalités. Et donc je crois que c'est une erreur, c'est une sorte de perversion de l'égalité que de penser que l'on pourrait corriger les inégalités sociales en octroyant des privilèges à certaines communautés, à certaines collectivités, à certaines religions, et en culturalisant ainsi les relations entre les citoyens, je pense que l'on fait fausse route. Et effectivement, on est de plus en plus dans une situation d'inégalité croissante parce qu'on mène aujourd'hui déjà des politiques qui favorisent, par exemple, les discriminations positives, qui proposent des quotas pour corriger les discriminations sociales. Je crois que c'est là, faire fausse route, c'est là en quelque sorte dévoyer la démocratie. Vous citez dans votre livre une très belle phrase de Régis Debray qui dit « La religion n'est plus aujourd'hui l'opium du peuple, mais la vitamine du faible ». Dans la perspective de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'on peut dire par exemple que la lutte contre le racisme a évolué considérablement ces dernières décennies en passant, disons, de la lutte contre les discriminations envers les personnes vers la lutte contre les discriminations envers les idées et les conceptions du monde ? Absolument. On le voit, il y a une évolution très nette ces 15 dernières années du mouvement, en tout cas d'une partie du mouvement antiraciste, et on en vient à cette espèce de perversion de la notion de discrimination. Il y a 15 ans, quand on parlait de discrimination, on pensait aux discriminations entre les hommes et les femmes, on pensait aux discriminations envers les moins valides, que sais-je encore. Et aujourd'hui, effectivement, de plus en plus, on voit que l'on évoque, l'on utilise ce terme qui a pourtant un sens moral et légal de discrimination, on l'utilise pour stigmatiser les supposées entraves à la liberté religieuse des uns et des autres, ou alors pour parler identité, particularisme. Ce n'est pas ça que visait la législation antidiscrimination, ce n'est pas ça que visait le mouvement antiraciste. Et aujourd'hui, ce mouvement antiraciste, de plus en plus, parle d'islamophobie plutôt que de parler de racisme. Est-ce que ça veut dire que le racisme a disparu de la société ? Bien évidemment que non. Et quand on vise des idées, il ne s'agit pas de racisme, il n'y a de racisme quand on vise les personnes pour ce qu'elles sont. Et il y a là, oui, effectivement, un glissement, une évolution. Ça s'est déroulé de manière un peu imperceptible et aujourd'hui, on est face à un constat qui me semble alarmant. Je vous propose maintenant une petite rencontre avec Dominique Dauby, Pierre Galland et Édouard Delruel. Je me dis qu'être croyant ou ne pas l'être pose probablement la question d'un goût particulier que pourrait avoir la vie, selon qu'on se dit qu'il y a quelque chose après ou pas. Mais je n'oserais pas prendre attitude pour tous les croyants par rapport à cette question-là. C'est moi en tout cas quelque chose qui me semble important, mais par rapport à l'organisation de la société, par rapport à la façon de concevoir ce que les êtres humains peuvent faire ensemble, je ne suis pas sûre que le clivage se mette entre les croyants et les laïcs, entre les croyants et les non-croyants. Si l'humanisme, c'est la croyance dans la bonté de l'homme, dans le fait que l'homme est en soi une valeur, moi je ne suis pas humaniste, je pense que l'homme c'est un enjeu et que ce qui le rend bon ou mauvais, c'est la société et c'est la politique. Être athée, comme moi je suis athée, c'est aussi une croyance. C'est croire qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a pas de divinité. Donc c'est aussi une croyance. Mais c'est une croyance ouverte, c'est une croyance avec un point d'interrogation. Et puisque mon métier est la philosophie, je dirais que être laïque au sens où vous me le dites par opposition aux religions et aux croyances religieuses, c'est faire de la philosophie, c'est-à-dire être un ami de la sagesse et chercher, sans prétendre détenir cette sagesse, dans un dogme, dans un texte révélé, mais la chercher indéfiniment. Un laïc veut que l'espace public soit impartial et ouvert à tous avec les mêmes conditions, c'est-à-dire le respect des mêmes règles démocratiques pour chacun des citoyens et qu'il n'y ait pas d'ingérence de la part du religieux dans la sphère publique. Ça, c'est le débat fondamental. Cela dit, il y a des chrétiens qui peuvent accepter cela, un croyant peut accepter cela, et je crois que ce qui distingue après ça le croyant, c'est que dans les religions qui sont les religions monothéistes de chez nous, c'est qu'évidemment, alors, il y a la référence à une loi supérieure qui serait la loi divine. Et ça, pour un laïc, c'est absolument insupportable dans la mesure où ça vient en contradiction avec le libre examen, avec la libre pensée, avec la capacité
de l'individu de s'épanouir dans la plénitude de sa conception même de la société. Le principe de la liberté de penser, de la liberté de croire ou de ne pas croire est un principe acquis. Alors, qu'il n'y ait pas les équilibres qu'on voudrait, je pense notamment à l'enseignement, qu'il n'y ait pas toutes les garanties tout le temps sur toutes les questions de société ou les questions éthiques, ça sûrement, ça reste un combat, une vigilance de tous les instants. Il ne faut pas que le religieux infère dans la décision politique, dans le domaine de la sphère publique, du service aux citoyens. Il faut séparer les deux. C'est la condition préalable. Une fois que on a dit ça, pour les laïcs, aujourd'hui, le combat pour l'égalité est un combat fondamental. Quand on dit égalité, c'est pas simplement égalité dans la richesse, non, c'est l'homme et la femme à égalité, égalité de droit, égalité de conception dans la gestion de sa propre vision de vie, notamment vis-à-vis de l'avortement, vis-à-vis de l'euthanasie, etc. Là, on sent bien qu'il y a encore un travail énorme qui est à faire. Pour moi, la laïcité est un tout. Ce n'est pas seulement des normes telles que la neutralité de l'État, l'émancipation à l'école, l'égalité femmes-hommes, c'est certes tout cela, mais c'est aussi, de façon plus globale, l'émancipation de l'individu. Donc aussi la justice sociale. Et on ne peut pas séparer aujourd'hui les problèmes de fanatisme, les problèmes de communautarisme, des problèmes de justice sociale, des discriminations que vivent les personnes d'origine étrangère, leur relégation, leur désaffiliation. Et donc pour moi, le terrain aussi de la laïcité, c'est de se battre pour une plus grande justice sociale. Oui, mais je pense que les laïcs n'ont pas le monopole de la lutte contre les fanatismes religieux ou autres, vraiment pas. Mais je pense qu'ils ont probablement, à travers la défense de l'enseignement officiel, notamment en Belgique, vraiment quelque chose à faire de particulier. Le principe même de l'éducation et de l'enseignement fonde la capacité de l'individu à s'émanciper et que cette émancipation est le préalable à une capacité de citoyenneté, à une capacité de vivre ensemble qui soit promotrice de respect mutuel et d'une société réellement démocratique. Jean-Philippe Schreiber, depuis le début de la modernité, on a assisté à une forme de sécularisation de l'État, de la société. On croyait, comme disent certains, la question religieuse traitée définitivement par l'histoire. Il fallait alors traiter la question politique. À votre avis, pourquoi le crépuscule des idoles n'a-t-il pas eu lieu ? Vous savez, sociologiquement, on constate que nos sociétés démocratiques occidentales continuent invariablement à se séculariser. On voit même que les institutions se laïcisent. La Belgique en est un extraordinaire exemple, qui a, après l'adoption de la loi sur l'IVG, adopté une loi sur l'euthanasie, adopté une loi sur le mariage homosexuel, que sais-je encore. Donc on est dans une société qui, paradoxalement, est laïcisée, est sécularisée, et où pourtant il y a ce retour du religieux. On est dans des sociétés qui sont un peu trop empreintes de sacré dans l'espace public. Et je crois que c'est là que réside le problème et qu'on se bat autour de ce qui est sacré pour les uns et de ce qui ne l'est pas pour les autres. Ma conception est que c'est l'homme qui est sacré et que dès lors que l'on touche à l'homme, ça ne va plus. On parlait de racisme tout à l'heure. Voilà, il y a des frontières que l'on ne peut pas franchir. Mais le reste, à part l'homme, qu'est-ce qui peut être sacré ? Est-ce qu'un texte peut être sacré ? Je ne le pense pas. Est-ce que des idées peuvent être sacralisées ? Je ne le pense pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a à définir réellement ce partage. Là où nous pouvons nous entendre et là où l'on ne s'entendra pas, et qu'il vaut mieux évacuer du débat public et en tout cas évacuer de l'espace public. Parce que notre espace public aujourd'hui ressent beaucoup trop cette imprégnation du sacré qui crispe les hommes les uns contre les autres de manière tellement exacerbée que l'on en est à des situations de violence extrême. Mona Chollet, qui écrit un très bel article dans Le Monde diplomatique pour expliquer comment, à côté de la question musulmane, justement, la question de la religion chrétienne, et en particulier du protestantisme, irrigue les politiques économiques. Elle faisait référence à l'effort, à la mortification, au fait que on doit travailler sans cesse, qu'on doit être un moine tout au long de sa vie, et que donc les valeurs du protestantisme pèsent sur les solutions pour résoudre
la crise centrale économique que nous vivons. Et elle conclut en disant, au fond, le combat est peut-être plus d'extirper, je dirais, les convictions religieuses de la tête que de l'État. Est-ce que le combat, comme vous le dites d'une certaine manière, c'est pas aujourd'hui un combat pour la laïcité dans les esprits plus que la laïcité dans les États? Vaste question. Laïciser, certainement, peut-être aussi proposer un autre horizon que le consumérisme. Qu'est-ce qui nous lie tous aujourd'hui? Et vous parliez de globalisation, c'est cette consommation effrénée, c'est le rôle d'acteur passif que nous sommes dans un marché global qui est un marché uniquement économique. Réinvestissons ce champ commun avec de la culture. C'est ça qui nous manque, je crois. C'est que nous sommes tous des acteurs économiques atomisés, qui n'entretenons de liens, qui n'avons de connivence les uns avec les autres qu'à travers nos pratiques économiques. Et peut-être en va-t-il de même d'ailleurs des États. Remplissons ce grand vide, parce que finalement l'économiste n'est jamais qu'un outil, remplissons ce grand vide avec de la culture. Et dans ce champ de la culture, bien sûr, nos identités, nos particularismes ont un rôle à jouer, pour autant qu'ils ne nous séparent pas définitivement, pour autant qu'ils ne fragmentent pas notre société, parce que c'est un risque évident qui personnellement m'inquiète beaucoup aujourd'hui en 2012.